Moi, j'ai connu Marcel, au fond, enfin relativement tard. Je veux dire, à la fin de mes études, je l'ai découvert dans les années 73-74, parce que je faisais une maîtrise sur l'épicurisme, et j'avais lu à peu près tout ce qui était disponible en français sur Épicure, c'est-à-dire pas grand-chose de bien, en vérité. Donc, on dira, je me posais un problème à propos d'Épicure, j'allais voir les interprètes, ils n'avaient même pas vu qu'il y avait un problème. Alors, quand on a donné la solution, c'était exclu. Et puis, vers la fin de mon année de maîtrise, je tombe sur un petit livre d'apparence très modeste, un petit Lucrèce, dans une collection scolaire chez Segers, d'un auteur dont j'ignorais tout jusqu'au nom, Marcel Conche, un petit livre sur Lucrèce. Et je le lis comme ça, comme j'en avais lu peut-être 10 ou 20 autres auparavant, et je découvre que tous les problèmes que je me pose, et qu'aucun des commentateurs apparemment n'avait vu, Marcel Conche, non seulement, parce qu'à l'époque je ne l'appelais pas Marcel bien sûr, Marcel Conche non seulement avait vu les problèmes, mais avait trouvé la solution. Bref, je tombais sur le meilleur livre qu'on ait jamais fait à l'époque, non seulement sur Lucrèce, mais sur l'épicurisme en général et sur quelque épicurien que ce soit. Si bien que l'année d'après, il se trouve, le hasard a fait que l'épicurisme a été mis au programme de l'agrégation. Marcel a fait un cours d'agrégation donc en 74-75 sur l'épicurisme à la Sorbonne, où j'étais étudiant à Paris 1. Donc je suis allé bien sûr au cours de Marcel, qui m'a à la fois séduit, fasciné, amusé et passionné. Et c'est comme ça que je l'ai découvert. Quand j'ai envoyé à Marcel mon premier livre, Le mythe d'Icare, donc c'était en 84, Marcel l'avait reçu très chaleureusement, il m'a fait beaucoup d'éloges, mais il m'a fait une objection. Il m'avait dit, au fond, vous pourriez avoir exactement la même philosophie si nous ne mourions pas, mais nous mourrons. Sur le coup, dans mon épicuro-spinozisme, l'objection ne m'a pas paru bouleversante ni décisive, puisqu'au fond, nous mourrons certes, mais la mort n'est rien. Et donc, je n'en tenais aucun compte, je n'avais pas tort. Au bout de quelques années, je me disais que la mort n'est rien, c'est entendu, mais mourir, ce n'est pas rien. Que la vie soit finie, ça c'est quand même quelque chose, si vous voulez. Et donc l'objection de Marcel, qu'au début j'avais pris un peu à la légère, m'a paru une objection tout compte fait, tout à fait décisive. Non, parce que si rien ne valait la peine, que tout disparaisse, ça ne serait pas tragique. C'est au contraire parce que la vie vaut la peine, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la beauté, parce qu'il y a la joie, qu'il est tragique que cela disparaisse. Si bien que la sagesse tragique n'est pas du tout une sagesse nihiliste, c'est une sagesse, au contraire, de l'amour de la vie. Vous regardez un enfant qui joue, ça c'est l'auto-affirmation de la vie. Est-ce que ça vaut la peine? Mais bien sûr que ça vaut la peine. La vie est l'auto-affirmation de sa propre valeur. Ça vaut et la peine et le plaisir, mais vous savez que cet enfant va mourir. Et ça, le fait que ce qui est le plus précieux soit voué à périr, ça c'est le tragique même. Si le philosophe a le choix entre une vérité et un bonheur, il n'est philosophe ou digne de l'être qu'en tant qu'il choisit la vérité. Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie. Mais le mieux quand même malgré tout, c'est une vraie joie, c'est une joie vraie si vous voulez. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous avons besoin de ce thème de la sagesse. Parce que sinon, s'il n'y a que la vérité, qu'elle ait ou pas une incidence sur ma vie, le but de la philosophie, ça n'est plus la sagesse, c'est la vérité. Et d'ailleurs, Marcel, dans le livre d'entretien que nous avons fait ensemble, Confession d'un philosophe, quand je l'interroge au tout début du livre sur sa conception de la sagesse, il me dit, et c'est tout à fait étonnant par rapport à 25 siècles de tradition philosophique, il me dit que pour lui la sagesse n'est pas le but de la philosophie, elle est sa condition. C'est-à-dire qu'il faut une certaine sagesse pour pouvoir s'occuper de la vérité. Simplement, ce n'est pas la même sagesse. La sagesse qui est la condition de la philosophie, c'est ce que les Grecs appelaient la phronésis. Sagesse pratique, la prudence, comme on traduit parfois notamment chez Aristote. Il faut avoir une vie tranquille, il ne faut pas être obsédé par la gloire, par l'argent, par l'amour, pour pouvoir philosopher sérieusement. Et Marcel, de ce point de vue, pendant des décennies, a été extrêmement sage, extrêmement prudent, au bon sens grec du terme, au sens de la phronésis. Mais la philosophie, la sagesse, pardon, qui est le but de la philosophie, philosophia, c'est l'amour de la sagesse, c'est la sophia, la sagesse contemplative, la sagesse qui est une expérience spirituelle dont je trouve que Marcel, jusqu'à très récemment, avait tendance à lui accorder trop peu d'importance. Je dis jusqu'à très récemment parce que dans ses tout derniers livres, il réinvestit finalement une part de spiritualité, sauf que bizarrement, il ne l'appelle plus
sauf erreur de ma part, ou sauf oubli de ma part, il n'appelle plus sagesse. Mais c'est bien ça qu'on retrouve, au fond, ce que j'ai tellement aimé dans la sagesse grecque comme expérience spirituelle, y compris avec une dimension mystique que Marcel, il y a 20 ans, me reprochait, et que je retrouve parfois dans certains de ses derniers textes. Au fond, c'est quoi? C'est une certaine expérience ou pensée de l'absolu. Alors, il m'arrive de penser que ce qu'il a rencontré dans la personne d'Émilie, c'était ça, c'est que l'absolu n'est pas autre chose qu'ici, autrement dit, nous sommes dans l'absolu. Ce qu'il appelle avec les Grecs physis, au fond, et que ce que Spinoza appelait nature, lui aussi, eh bien c'est ce qu'on peut appeler l'absolu, c'est-à-dire ce qui est sans rapport avec rien d'autre, puisque c'est tout. La seule chose qui soit sans relation avec quoi que ce soit, c'est l'ensemble de toutes les relations, ce qu'on peut appeler l'univers, ce qu'on peut appeler la nature. Alors c'est un enjeu pour moi important, mais on ne va pas s'y attarder trop longtemps, mais ça veut dire que si nous sommes déjà dans l'absolu, nous sommes déjà sauvés. Et cette pensée-là que j'ai essayé de penser un peu avec Épicure, un peu avec Aristote, mais surtout beaucoup avec Spinoza, c'est une pensée que Marcel ne m'a jamais accordée. Il y a 15 ou 20 ans, quand je parlais de Jésus, ça l'agaçait, parce qu'il trouvait que pour l'athée que j'étais, qu'il était aussi, ce type-là n'avait pas d'intérêt. Votre Jésus, me disait-il, parce que lui, bien sûr, préférait les Grecs, par exemple, cette boutade qui m'avait fait tellement rire, quand même votre Jésus. Pour en être réduit à marcher sur les eaux, il fallait vraiment qu'il n'ait que de bien piètres arguments. Et un jour, on parlait, et Marcel Conge me parle du Moyen-Âge en philosophie, dans lequel il mettait Descartes. Alors je lui dis, vous mettez Descartes, c'est pas le Moyen-Âge, je lui demande un peu bêtement. Il dit, non, mais attention, me dit Marcel, pour moi, le Moyen-Âge commence à Saint-Augustin, et se prolonge jusqu'à Hegel inclusivement. À l'exception de Montaigne, je crois. Formidable. Alors voilà, donc ça, c'est un bouleversement total de l'historiographie de la philosophie, si l'on peut dire. Mais voilà, pourquoi jusqu'à Hegel inclusivement? Parce qu'il appelle penseur du Moyen-Âge tout penseur théologien, c'est-à-dire tout penseur pour lequel il y a une vérité, au fond, révélée, un dogme, à partir duquel on philosophe. Alors que philosopher pour de bon, pour Marcel Conge, c'est faire table rase, Descartes l'a dit mais ne l'a pas fait en vérité, de tout ce que quelque religion que ce soit peut prétendre. Et comme il le dit de façon extraordinaire dans le fondement de la morale, il écrit « Je ne présupposerai rien hormis l'universel ». Phrase formidable, l'universel c'est quoi? C'est la raison. C'est la nature, selon l'attribut pensé et l'attribut étendu, comme dirait Spinoza. C'est la raison, c'est la nature. Eh bien, penser l'universel sans présupposer rien d'autre que l'universel lui-même, effectivement, pour Marcel, c'est devenir grec, et effectivement, c'est philosopher. Mais c'est vrai que ce fils de paysan pauvre, qui ne connaît même pas le mot lycée, qui fait l'école normale d'instituteur parce qu'un instituteur a repéré son talent, ses capacités, a convaincu son père de l'autoriser à faire des études, donc qui va à l'école normale d'instituteur de Tulle, qui découvre là un univers qui lui était totalement inconnu, qui tombe sur une professeure de français talentueuse, qui dit à son voisin de table, c'est lui qui l'a raconté, tu vois la prof de français? Alors son copain lui dit, bah oui, je vais l'épouser. L'autre lui dit, mais t'es fou, hein? Et c'était Madame Conche, il l'a épousée quelques années plus tard, et cette femme qui était agrégée de lettres classiques, si mes souvenirs sont bons, donc professeur de français, latin, grec, va guider les premiers pas de Marcel en latin et en grec. Et Marcel est devenu l'un des meilleurs spécialistes de la pensée grecque, a fait des éditions incroyablement savantes, y compris en philologie, en grec pur et dur, des penseurs présocratiques et hellénistiques. Il a fait la meilleure édition en français, édition critique des lettres et maximes d'Épicure. Tout ça est quand même un parcours effectivement totalement exceptionnel. La façon dont, à la mort de sa femme, Marcel a réinvesti 2 continents qu'il semblait lui avoir abandonné, délégué, qui étaient le continent de l'affectivité, la vie sentimentale, et le continent de l'art, la poésie, etc. C'était des choses dont Marcel ne disait pas du mal, mais dont il ne disait rien, et quand on l'interrogeait, au fond, il se disait incompétent, et on sentait que son incompétence ne le dérangeait pas parce que ça n'intéressait pas beaucoup.
Et puis ça n'a cessé de s'accentuer, cette évolution, puisqu'il y a eu non seulement l'investissement du terrain affectif et l'investissement du terrain esthétique ou artistique, mais il y a eu effectivement, troisièmement, cette réappropriation de soi. Montaigne, Descartes, Pascal sont des philosophes qui disent « je », sont des philosophes pour lesquels faire de la philosophie, c'est aussi pour une part se peindre, comme disait Montaigne, ou raconter l'histoire de sa pensée, comme fait au fond Descartes dans le discours de la méthode ou dans les méditations métaphysiques. Et bien voilà, Marcel réinvestit cette dimension-là, ce que j'ai appelé l'égo-philosophie, la philosophie à la première personne, sous le coup sans doute de l'émotion liée à la mort de sa femme, sous le coup de la solitude, et puis sous le coup de ses rencontres ou de ses retrouvailles, selon les cas, avec un certain nombre de jeunes femmes ou de jeunes filles qui vont illuminer son chemin. Et c'est vrai que j'ai lu tous ces derniers textes avec surprise, avec émotion et au fond avec beaucoup de plaisir et d'admiration. Marcel m'a sidéré par sa liberté. Je ne pensais pas qu'il était si libre que ça, et d'ailleurs je soupçonne que quand je l'ai connu, il l'était un peu moins. Le Marcel de la dernière période est un Marcel qui n'a rien perdu de sa rigueur intellectuelle, de la force de sa pensée, mais qui s'est considérablement humanisé. Vous savez, une très belle formule du poète allemand Rainer Maria Rilke dans les lettres à un jeune poète. Rilke écrit « La femme et la jeune fille plus près de l'humain que l'homme ». Eh bien Marcel, à force de penser à son épouse défunte dans la dernière période et à force de rencontrer, de fréquenter ces jeunes femmes et ces jeunes filles, est devenu lui aussi, me semble-t-il, plus humain.